débat au sein des chercheurs, mais également au sein des organisations internationales. Donc, entre les termes les plus couramment utilisés, on peut noter réfugiés climatiques, déplacés climatiques, les migrants climatiques, ou en tout cas des migrants environnementaux. Diverses positions terminologiques ont émergé donc, depuis le début des années 1990. Donc, tout comme il n'y a pas de consensus sur la définition du changement climatique et de la migration, il n'y a pas donc de consensus sur la définition juridique et la prise en compte de la migration induite par le climat. Donc, selon l'IDMC 2018, en moyenne, depuis 2008, les catastrophes soudaines ont provoqué 25,3 millions de déplacements par an. Et en 2018, un rapport de la Banque mondiale estime qu'en raison du changement climatique, d'ici 2050, plus de 143 millions de personnes pourraient être contraintes à se déplacer à l'intérieur du pays, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud ou en Amérique latine. Donc, vous voyez que ce sont ces prédictions-là également qui ont permis quand même que cette question soit remontée au niveau international pour également essayer de voir quelle définition, quelle catégorisation accorder à ces migrants climatiques-là. Mais toujours est-il que la terminologie à utiliser ne fait pas encore l'objet d'un consensus au niveau international. Parce que, également, il faut le dire, peut-être ça va venir après, plus tard dans les explications, parce que l'utilisation d'une terminologie, ça a également des implications juridiques. Par exemple, quand on parle de réfugiés climatiques, il faut dire qu'il y a voilà, des lois et règlements qui protègent ces réfugiés-là. Et donc, quand on intègre ces acteurs-là dans la catégorie réfugiés climatiques, ça a forcément des implications politiques en matière de protection. Et donc, c'est ça quand même l'enjeu central qui fait aujourd'hui que ces migrants qualifiés des migrants climatiques n'arrivent pas encore à rentrer dans une catégorie juridique bien définie. Et donc, pour l'OIM, ça c'est toujours sur les définitions. Pour l'OIM, migrants environnementaux, c'est des personnes ou groupes de personnes qui, pour des raisons impérieuses liées à des changements environnementaux soudains ou progressifs, affectant négativement leur vie ou leurs conditions de vie, sont forcés de quitter leur domicile habituel ou le quittent de leur propre initiative de manière temporaire ou permanente et qui, en conséquence, se déplacent à l'intérieur ou à l'extérieur de leur pays. Donc, il y a également un chercheur qui propose une révision sémantique avec le terme migrant écoclimatique. Parce que pour lui, le migrant écoclimatique, c'est toute personne ou groupe de personnes qui est contraint de quitter son lieu de résidence habituel en raison d'événements climatiques qui directement ou indirectement dégradent ses conditions de vie. Donc, selon Diallo, l'utilisation du qualificatif climatique est plus appropriée au contexte sahélien dans la mesure où, à travers la pluviométrie et les températures, la variable écologique semble être celle qui a le plus d'impact sur les conditions de vie des populations au Sahel, donc ça depuis le début des années 1970. Pour revenir un peu sur les approches théoriques, il faut dire que de manière générale, il y a eu quand même deux grandes approches qui ont émergé pour analyser un peu ce nexus changement climatique et migration. Et donc, on a eu ce qu'on appelle le discours alarmiste, donc ce qu'on appelle les maximalistes, qui sont dominés par des auteurs ayant une formation écologique ou environnementale. Donc, pour ce discours alarmiste, il y a une relation causale directe entre le changement climatique et la migration des populations. Donc, eux, ils adoptent une approche déductive et holistique, utilisant le terme de réfugiés climatiques. En revanche, il y a eu un autre courant qui est apparu à travers le discours sceptique, ce qu'on appelle le discours sceptique avec les minimalistes, ce qu'on appelle les minimalistes, donc qui rejettent l'utilisation de la terminologie déjà de réfugiés environnemental et l'approche déterministe des chercheurs alarmistes. Parce que pour ce discours-là, pour ces minimalistes, il y a une relation indirecte entre le changement climatique et les migrations, compte tenu du fait qu'il y a des considérations socio-économiques, politiques ou culturelles qui entrent en jeu pour favoriser cette mobilité des populations. Et aujourd'hui, c'est l'approche qui semble être le mieux utilisée, c'est l'approche qui semble être la mieux acceptée aujourd'hui au sein de la communauté scientifique. Et c'est ce qui fait aussi que dans le cadre de ce projet CLIMB-là, on est parti de l'hypothèse qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour favoriser cette migration des populations-là. Et donc, on était également intéressé par voir les formes et temporalités des migrations climatiques et des déplacements internes. Donc, pour dire qu'il existe plusieurs temporalités à prendre en compte lorsqu'on aborde la question des migrations climatiques. Donc, il y a ce qu'on appelle la migration soudaine, donc à travers les inondations, qui peut être favorisée par des effets soudains,
telles que les inondations, les tornades, ou une migration lente qui peut être favorisée par des événements comme les sécheresses, la dégradation des sols et les changements dans le régime des précipitations. Donc, vous voyez que des événements comme la sécheresse, comme la dégradation des sols, peuvent impliquer des mobilités de population, mais pas quand même de manière très soudaine, comme si c'est le cas des inondations, etc. Donc, on distingue donc les événements soudains et les événements à évolution lente, comme ce qu'on a dit tantôt, les sécheresses, etc. Pour les autres temporalités, d'autres temporalités peuvent être observées dans la durée de l'épisode migratoire. Donc, on peut parler de déplacement saisonnier et une réinstallation permanente également qui est observée au niveau de ces migrants climatiques. Donc, pour la réinstallation permanente, il faut dire que cette réponse est la plus probable lorsque les conditions dans une région ont subi une rupture substantielle et à multiples facettes des processus de maintien de la vie. Et également, on parle de mobilité, mais je l'ai dit tantôt, il y a également une possible immobilité des populations qui sont confrontées aux mêmes circonstances, qui peuvent trouver également d'autres moyens de s'adapter plutôt que de recourir à la migration. Donc ça, c'est également un facteur à prendre en compte quand on étudie les temporalités et les formes de mobilité induites par le changement climatique. Donc des stratégies d'adaptation seront probablement déployées face aux ruptures environnementales, même les plus dures. Donc pour justifier encore qu'il y a une possible immobilité de ces populations-là confrontées à ces risques climatiques-là. Donc, pour l'échelle migratoire, parce qu'il y a très souvent également des débats orientés vers les migrations vers l'extérieur, notamment cette forme de migration de l'Afrique vers les pays européens, mais quand même aussi des études dont Hitchford 2009 ont essayé de montrer le caractère plus interne des mouvements de population liés aux événements climatiques. On a essayé également, dans le cadre de cette revue, de revenir un peu sur l'aspect genre et changement climatique. Ça nous a semblé extrêmement important pour voir comment le changement climatique affecte différemment les hommes et les femmes. Donc, on a pu voir qu'avec BOAD 2012, ils ont confirmé que le changement climatique a des effets spécifiques sur les hommes et sur les femmes et et que cela résulterait des rôles différents dans la société et de leur accès inéquitable aux ressources sociales, économiques et physiques. On a pu également voir qu'avec l'OIM, que l'immigration a un impact sur les rôles des hommes et des femmes, ce qui a également des conséquences négatives sur les groupes de femmes. Et que selon certaines recherches, les hommes ont tendance à migrer davantage que les femmes. Cela a plusieurs conséquences. Donc, tout d'abord, il y a un impact sur les moyens de subsistance des femmes, parce que l'émigration des hommes entraîne quand même un double fardeau pour les femmes. Donc, de là à ce qu'elles doivent conserver encore leurs responsabilités familiales, mais également en vertu de cette loi de l'immigration. Euh, alors, pour la section B de cette revue de littérature, c'est là où on a voulu aborder la question de la mesure de la mobilité induite par le climat. Et là, pour revenir un peu sur les tendances et défis dans les mesures des migrations induites par le climat, on a vu que la réponse à la question de l'influence du climat sur les migrations, en fonction de la méthodologie et d'autres facteurs, peuvent aller de limité à indirect. Donc, ou encore à significative. Donc, la difficulté d'estimer cette relation est étroitement liée aux incertitudes du changement climatique et à l'influence des différents scénarios de développement. Donc, ce qui rend les calculs précis très, très difficiles. Et vous voyez, quand on fait des calculs, et avec ces incertitudes liées à la mesure, liées au calcul, peuvent conduire à des estimations très diverses, donc des futurs chiffres de la migration climatique, avec des estimations qui peuvent aller de 31 à 143 millions dans les décennies à venir, alors que ces estimations ont quand même des implications politiques. Donc, d'où ce qu'on a voulu montrer ici, c'est vraiment l'intérêt des questions de mesure de la mobilité climatique. Parce qu'à force de prédire les mobilités climatiques également, ça a des implications sur le plan politique, d'où l'importance voilà, de l'importance de cette prudence sur les prédictions, mais également sur la mesure de la mobilité climatique. Parce que ça peut créer un paradigme dans lequel les décideurs politiques ignorent d'autres facteurs de migration essentiels, y compris les préoccupations au niveau macro, méso et micro. Donc, c'est extrêmement important. D'où encore un possible manque d'occasion d'accroître la résilience dans les zones touchées par le climat,
limitant ainsi les migrations potentielles. Donc, vous voyez, quand l'accent est un peu plus mis sur les migrations climatiques, avec des prédictions donnant des chiffres quand même assez frappants, ça a des implications politiques, comme je l'ai dit tantôt, pouvant aller de l'ignorance d'autres facteurs macro, méso et micro, mais également pouvant faire en sorte que des zones touchées, un manque d'accroissement de la résilience dans les zones touchées par le climat. Donc, selon Hoffman, 2021, la mesure de la mobilité climatique se heurte à 5 difficultés majeures. Donc, mesurer les migrations climatiques, c'est une des difficultés. Définir et mesurer les événements climatiques, c'est aussi une autre difficulté. Intégration et agrégation des données. Identifier les relations de cause à effet, ça c'est également une difficulté majeure. Et décerner les influences et les mécanismes contextuels. Sur la question des données, alors là, il y a une multitude de méthodologies qui est utilisée. Donc, allant des méthodes qualitatives avec des études également qui adoptent une approche mixte. Donc, c'est ça qu'on a pu voir dans la littérature, que pour traiter le lien changement climatique et migration, il y a eu différentes méthodologies qui sont utilisées dans les études de cas, etc. Et donc, on voit qu'il y a eu des méthodes qualitatives, donc qui peuvent aller de la perception de la population sur le changement climatique, mais également, il y a eu des études qui ont adopté des approches mixtes ou purement quantitatives. Donc, une minorité utilise la collecte directe de données par le biais d'entretiens, d'études de cas et de discussions avec des groupes cibles, tandis que la majorité fait appel à divers types d'examens, y compris les examens critiques, descriptifs ou politiques. Les méthodes quantitatives s'appuient, quant à elles, principalement sur des données secondaires. Certaines études s'appuient sur des données historiques, des enquêtes ou des sources non traditionnelles, telles que la télédétection. Les études sur les migrations climatiques peuvent être divisées donc en deux grandes catégories, micro et macro. Donc, les premiers se concentrent sur la migration des individus et des ménages, tandis que les secondes examinent la migration au niveau régional ou national. En fonction de l'approche, la recherche peut inclure un large éventail de sources de données. Donc, y compris ça, c'est toujours sur la question des données utilisées pour cette étude changement climatique migration. Donc, on a pu voir qu'au niveau international, il y en a des qui utilisent des données de recensement, les enquêtes démographiques, les statistiques ou dossiers administratifs, mais également les dossiers d'immigration et d'émigration, les données climatiques et environnementales, température, précipitations, événements météorologiques extrêmes. Et dans le cadre de ce projet Climbla, ce qui est utilisé, c'est différentes également données, dont les données de téléphonie mobile, donc les données Orange, seront utilisées également dans le cadre de ce projet Climbla pour analyser le lien, donc changement climatique et migration à partir des appels téléphoniques. Donc, toujours dans des sources de données, on peut également noter l'utilisation de données économiques, de données liées aux indicateurs de développement humain, de l'existence également de sources de données innovantes, comme je l'ai dit, et c'est ça qui sera utilisé dans le cadre du projet CLAMP, donc à savoir les données de téléphonie mobile, qu'on appelle les données CDR, mais également les médias sociaux comme Facebook, Twitter. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, le projet CLIMB, c'est un consortium composé de plusieurs, de différentes catégories d'acteurs et que ces données CDR-là sont utilisées en l'occurrence par DPA dans le cadre de ce projet-là et les médias sociaux également par une autre structure pour en faire des analyses, concernant ce lien changement climatique et migration. Il y a également cette possibilité de suivre des populations en mouvement à la suite des catastrophes environnementales ou dans les zones soumises à des contraintes climatiques. Donc, vous verrez qu'il y a déjà plusieurs sources de données utilisées, mais également différentes catégories de différentes méthodologies utilisées toujours pour cette étude du lien changement climatique et migration. Donc, vous verrez que ce n'est pas une chose simple et que la littérature également fait preuve, la littérature également consultée a montré toute cette complexité d'étudier ce lien entre le changement climatique et les migrations induites. Donc, on a pu également noter le rôle crucial de la modélisation et de la prévision de la mobilité, qui permet quand même un peu d'atténuer, selon la littérature, permet d'atténuer l'incertitude. Donc, il y a une diversité de scénarios de mobilité futurs liés au climat, fait de ces modèles des outils très précieux pour comprendre la dynamique des systèmes et tester des théories ou des interventions politiques potentielles. Donc, c'est ce qui m'a amené à dire au début de mon propos que dans le cadre de ce projet CLIMB-là,
le modèle qui sera utilisé, la modélisation comme qui sera utilisée, c'est ce qu'ils appellent machine learning, mais qui sera développé par Harvard University dans le cadre de ce projet-là. Donc, chaque méthode a ses inconvénients, mais qu'il n'existe pas d'approche universellement applicable à l'étude des migrations climatiques. Et que selon certains auteurs, à ce jour, l'état des lieux de la modélisation des migrations climatiques peut être résumé comme suit, parce qu'il n'y a pas que le modèle dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs modèles qui sont actuellement utilisés par différents acteurs. Donc, les modèles économétriques, les modèles d'extrapolation, les modèles à base d'agents, donc les modèles de gravité, les modèles d'apprentissage automatique que j'ai dit que sera utilisé dans le cadre du projet CLAMP. Donc, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Donc, les modèles d'apprentissage automatique sont capables de traiter d'importants volumes de données et d'extraire des informations à partir de modèles dans les données. Ils peuvent potentiellement identifier les seuils ou les points de basculement dans les systèmes de migration. Alors, pour revenir un peu sur la partie 2 concernant le Sénégal, alors là, on a essayé quand même de remonter un peu l'histoire des mobilités internes au Sénégal, parce qu'il n'était pas évident dans un premier temps de montrer exactement le lien changement climatique-migration. Donc, ce qui a été décidé, c'est vraiment de remonter sur ces mobilités internes au Sénégal pour essayer de voir qu'est-ce qui étaient les facteurs quand même qui entraînaient ces mobilités de population au Sénégal, mais en quel moment de l'histoire on a commencé à parler de mobilité liée au climat, donc aux facteurs climatiques. Et c'est là où on s'est rendu compte que les mobilités internes ont existé depuis la période avant indépendance, avec l'exploitation de l'arachide et tous ces mouvements qu'on a appelés à l'époque coloniale, les mouvements de Navetana, donc qui ont existé au Sénégal, qui ont mobilisé plusieurs régions plusieurs migrants vers le bassin arachidier à des fins d'exploitation de l'arachide. Mais on a pu voir quand même que c'est à partir des années 70 quand même qu'on a commencé à parler de sécheresse au Sénégal. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a essayé également de se rendre compte quand même de l'appauvrissement du système de production agricole, de la sécheresse, de la pression démographique, la vulnérabilité de l'agriculture pluviale. Et c'est à partir de ce moment-là également, les années 70, 80, qu'on a également qu'on a vu quand même les premières migrations liées aux facteurs climatiques. Et en ce moment-là, il y a eu également la crise pétrolière parce qu'il faut dire que ce n'était pas uniquement l'effet des sécheresses, mais d'après les entretiens qu'on a eu également avec certains experts sur la migration, il y a eu également l'effet de la crise pétrolière qui a aussi eu des répercussions sur les populations ayant pris les routes de la migration. Donc, ici, pour dire, selon Dimé, dans une étude réalisée pour le compte de l'OIM, le changement climatique et la dégradation environnementale induisent des mobilités multiformes. Donc, ça, c'est dans le cadre des études qui sont réalisées pour le cas spécifique du Sénégal. Donc, selon ce même rapport, c'est la dégradation environnementale joue un rôle de déclencheur ou d'accélérateur de mobilité, prenant la forme d'une intensification des migrations internes, notamment dans les zones éco-socio-géographiques qui sont dans une position de forte vulnérabilité face au changement climatique. Donc, elles ont tendance à s'agréger aux facteurs socio-économiques, familiaux, culturels pour conduire les populations à quitter les zones dévitalisées vers les centres urbains ou vers les zones agro-socio-écologiques mieux pourvues en ressources agricoles, pastorales, minières ou halieutiques. Et ça également, c'est un des résultats qui a été obtenu par IPAR dans le cadre de leur projet EJMAO, Emploi des jeunes et migration, où quand même ils ont pu se rendre compte qu'il y avait des migrations des migrants quittant le bassin arachidier pour aller vers des zones mieux dotées, donc comme la zone des Niayes, comme le bassin du fleuve Sénégal, où il était possible de pratiquer d'autres formes d'agriculture différentes de l'agriculture pluviale. Donc, après, pour finir avec notre revue également, on a essayé de voir un peu la place du changement climatique dans la politique migratoire du Sénégal. Donc, on a abordé sous l'angle instruments et dispositifs d'accueil et de protection des migrants climatiques au Sénégal. C'est là où on a essayé de regarder un peu du côté de la politique migratoire, qu'est-ce qui a été fait, comment est-ce que la protection de ces migrants est envisagée dans le nouveau document de politique migratoire. Et on s'est rendu compte que dans les axes 11 et 13,
il y a eu il y a eu quand même une prise en compte de ce facteur-là de mobilité climatique, notamment à travers ce qui est prévu dans l'axe 11, mettre en place un système performant de gestion des catastrophes naturelles et humaines pouvant entraîner des migrations massives. Et sur l'axe 13, où il est dit il sera question d'assurer une meilleure gestion des personnes déplacées internes et des réfugiés et demandeurs d'asile. Et donc, la politique migratoire est donc structurée en 4 domaines d'activité stratégiques qu'on appelle les DAS. Et dans le DAS 3, intitulé Migration, santé, environnement, changement climatique et réduction des risques, nous a intéressés dans l'analyse. L'objectif de ce DAS, c'est vraiment d'améliorer la santé des migrants et des populations mobiles, d'établir un système performant de prévention et de gestion de catastrophes naturelles et humaines, et de prise en charge des personnes déplacées internes, réfugiés et demandeurs d'asile, mais également d'inverser les flux de migration interne en développant les régions de départ. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des aspects de cette politique migratoire qui prend en compte quand même les zones de départ, mais qui prend en compte également la protection de ces migrants-là, qu'on appelle des migrants climatiques, ou en tout cas, eux, ils l'ont appelé des déplacés internes, réfugiés ou demandeurs d'asile. Donc, c'est vraiment un tour de ce qu'on a voulu faire dans cette revue de littérature. On a voulu aborder plusieurs points dans cette revue. Donc, comme j'ai dit au début de mon propos, que normalement, tous les points ne sont pas abordés dans une perspective d'article. Et c'est là où également on a besoin aussi de vos avis, points de vue, mais également sur la méthodologie qui sera utilisée, notamment l'enquête RDS, pour voir un peu ce qui serait intéressant à mettre dans le cadre d'un article qui serait publié. Donc, sur ce, je voudrais vous remercier de votre aimable attention et je retourne la parole à la modératrice. Merci. Merci beaucoup, Dr. Dekumba. Merci et félicitations pour ce travail abattu et qui nous familiarise avec cette problématique émergente, à savoir les relations entre la migration et les changements climatiques. Donc, ce travail nous a permis de voir l'état des lieux, surtout avec la riche documentation que vous avez eu à faire et qui nous permet de situer un peu la problématique par rapport aux modalités concernant la mobilisation des données pour mesurer un peu la situation. Et vous nous avez partagé les différents courants ou modèles voilà, théorisés au niveau au niveau mondial, aussi bien avec les approches qualitatives qu'avec l'approche quantitative et la complexité de mesurer aussi ces données relatives à la migration induite par le changement climatique. Donc, vous avez partagé une pluralité de données pour une pluralité de modèles plutôt pour mobiliser des données permettant de mesurer ces mobilités-là. Également aussi dans votre communication, vous avez fait aussi la situation au niveau du Sénégal en essayant de repérer ou bien de situer un peu l'émergence de cette problématique-là en relation avec la culture arachidière et aussi les périodes de sécheresse et de la crise pétrolière qui a aussi voilà, participé au profilage ou bien au profil migratoire dans le contexte sénégalais. Donc, voilà, sans plus tarder, je pense que nous allons laisser la parole aux participants, aussi bien qui sont en présentiel et les participants aussi en ligne, de bien vouloir voilà, à partager leurs avis ou bien adresser leurs questions ou leurs contributions suite à votre brillante intervention. Merci beaucoup. Voilà, je vous retourne la parole. Qui veut la prendre? Merci. Il y a Madame Khodia Sow qui a levé la main. Oui, vous avez la parole, Madame Sow. Merci beaucoup, Madame Diouf, pour la présentation brillante. Maintenant, j'ai une question par rapport au déplacement des pêcheurs qu'on observe actuellement au Sénégal. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'on pourrait qualifier de ces migrations-là comme étant un déplacement climatique, vu que maintenant,
le secteur de la pêche est en déclin, qui peut être lié au, je sais pas, à la rareté de la ressource halieutique? Est-ce que c'est dû au changement climatique ou pas? Merci. Merci beaucoup, Madame Sow. Donc, Dr. Ndekumba, nous vous laissons réagir à cette question. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Donc, merci également à Madame Khadija Sow pour cette question extrêmement importante et qui est revenue vraiment en grande partie à l'atelier méthodologique qu'on a eu à faire le 5 novembre dernier, où on avait choisi déjà des zones pour l'enquête RDS. On avait choisi quand même des zones de départ, des zones d'arrivée pour interroger des gens dont le déplacement serait peut-être lié au changement climatique. Et c'est là où on nous a suggéré quand même de prendre en compte également les zones de pêche, de les faire rentrer également dans cette enquête RDS, mais également de les faire rentrer dans la modélisation qui sera faite par Harvard University pour voir un peu, voilà, prendre en compte un peu le secteur de la pêche, mais également prendre en compte ces déplacements de pêcheurs, ces déplacements également de populations migrantes venant des zones de pêche là, dans cette modélisation, afin de pouvoir voir, de mieux comprendre le lien entre ces mouvements-là et le lien entre ces mouvements et le changement climatique, comme vous l'avez dit, tout ce qui est lié à la rareté de la ressource, etc. Donc, c'est un facteur qu'on va prendre en compte dans le cadre de notre enquête RDS pour mieux saisir quand même ce phénomène migratoire, donc venant des zones de pêche, afin d'en avoir une meilleure compréhension. Mais également, il a été suggéré dans le cadre de la modélisation de prendre en compte ces zones de pêche-là. Voilà, merci Madame Sow. Merci beaucoup, Dr. Ndekumba, pour votre réponse. Oui, Madame Antonyong, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Félicitations à Madame Ndekumba pour sa brillante présentation. J'aimerais juste poser une question par rapport aux transhumants. Parce que même si on constate que il y a des prises en charge par rapport à cela, est-ce que ces transhumants-là peuvent être considérés comme des migrants euh, qui sont liés au changement climatique? Même si on constate qu'il y a des projets et programmes qui font le maximum pour les maintenir sur place. Merci. Oui, Dr. Ndekumba, je vous laisse répondre. D'accord. Bon, je vais tenter d'apporter des éléments de réponse, mais c'est la même chose à peu près comme le secteur de la pêche. Donc, comme j'ai dit, dans le cadre de l'enquête RDS qui sera réalisée par IPAR et DPA, on va essayer de prendre en compte une diversité de zones, une diversité de réalités, de populations migrantes pour essayer de voir un peu le lien de ces mobilités de populations en lien avec le changement climatique. Mais toujours est-il que dans le cadre d'enquête que moi-même j'ai pu réaliser, je me suis rendu compte qu'il y avait également un changement dans les schémas de mobilité de ces populations pastorales, donc de ces transhumants-là. Par exemple, quand on prend la zone de Matam, donc les transhumants étaient très habitués à aller vers Linguère, je crois, la zone de Linguère. Mais il y a eu un changement de ce schéma migratoire-là, donc qui les amène aujourd'hui vers le Bundu, donc vers la zone de Tamba, alors que ce schéma de mobilité auparavant n'était pas le schéma qui était adopté par ces populations-là. Et donc, pour dire vrai, ce sont des éléments qui seront pris en compte dans le cadre de l'enquête RDS. Comme j'ai dit tantôt, pour le moment, on en était à la revue de littérature. On est en train aujourd'hui d'élaborer le protocole méthodologique pour aller vers ces enquêtes RDS et ce sont des réalités qu'on envisage de prendre en compte dans le cadre de cette enquête-là. Merci, merci Madame Antonyong. Merci beaucoup, Dr. Ndekumba, pour ces éclairages apportés. Oui, Monsieur Bokar Diallo. Diallo, vous avez la parole.
Ali aussi a levé la main. Si Monsieur Bokar Diallo nous entend, il peut prendre la parole. Sinon, on peut laisser Monsieur Ali Faye prendre la parole. Oui, Merci. je m'associe aux félicitations pour la clarté de la présentation. Et j'avais une question en tout cas qui est partie d'un constat. J'ai fait un peu la Casamance et j'ai eu à visiter le nord de la région de Kolda, qui est aujourd'hui habité par des déplacés, donc des personnes en tout cas qui sont pour la plupart originaires du centre du Sénégal, notamment de la région de Kaffrine. D'autres sont issus du Sine Saloum, donc ma région natale. Et le premier constat que j'ai fait, c'est que ces populations sont en train de transposer, de faire un transfert de certaines pratiques. Donc, c'est le système agraire, donc ils sont en train de déplacer dans des zones qui sont caractérisées en tout cas par des réalités en tout cas environnementales qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est des gens qui, dans leur pratique agricole, ont tendance donc à avoir des champs tellement ouverts, tellement vastes, que finalement, ils finissent par dégrader l'environnement. Est-ce que l'étude essaie de prendre en compte ces aspects-là, c'est-à-dire l'encadrement de ces populations qui sont déplacées, pour éviter en tout cas que ces gens transfèrent les problèmes qui ont fait en sorte qu'ils ont quitté leur région, donc pour venir s'installer en Casamance, qui est connue aujourd'hui pour être la région où la nature est la mieux préservée. Mais quand vous allez dans ces villages, qui sont majoritairement en tout cas occupés par les populations déplacées du centre ou du nord du Sénégal, vous ne vous, en tout cas, retrouvez pas quand vous êtes un Casacé, quoi. Donc, c'est des espaces ouverts, il n'y a plus d'arbres dans les champs, donc on n'a pas ce réflexe, en tout cas, de préserver l'environnement. Voilà. Et ça aussi, je pense, c'est des problèmes que peut-être cette étude devrait pouvoir, en tout cas, adresser pour faire en sorte que demain, ces populations qui sont déplacées pour venir dans un environnement plus propice ne soient pas obligées dans un futur proche, donc de bouger encore pour aller peut-être s'installer ailleurs et reprendre donc ces mêmes pratiques qui vont aussi donc c'est un cercle vicieux qu'il faudrait, je pense, casser. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ali Faye, pour cette importante question. Docteur Ndekoumba, je vous laisse répondre. D'accord. Alors, merci beaucoup, Ali. Je n'ai pas forcément d'éléments de réponse pour cette question-là, mais juste dire que ce sont des réalités migratoires. Donc, on sait que la migration s'accompagne également de transferts, en tout cas de compétences, donc de ce transfert immatériel-là. Donc, en dehors des transferts, de tout ce que l'on qualifie, en tout cas, en dehors de tout ce qu'on étudie comme transfert financier, etc., il y a quand même forcément ce transfert de capital immatériel, donc ce transfert de savoir, de compétences, etc. Donc, que ce soit de bonnes pratiques ou pas, mais ce sont des réalités migratoires. Mais donc, juste dire que dans le cadre de ce projet-là, ce qu'on veut mesurer ou mieux comprendre, c'est vraiment le lien entre changement climatique, justement, et migration. Bien vrai que c'est une réalité extrêmement importante et peut-être qui pourrait également apparaître de nos échanges ou en tout cas de notre enquête. Mais ce qui est prévu, c'est quand même voilà, essayer de mesurer le lien entre le changement climatique et les migrations, comment et de quelle manière des facteurs climatiques peuvent induire des migrations de population. Donc, quel est le phénomène climatique qui les pousse déjà à migrer? Sur quelle temporalité, quelle forme de migration, par exemple? Est-ce qu'ils vont en interne? Est-ce qu'après, il y a forcément des déplacements vers l'étranger? Mais justement, bien vrai que c'est extrêmement important, mais on n'avait pas pris en compte cela dans le questionnaire qu'on est en train de faire. Mais toujours est-il qu'on pourrait en discuter pour voir quelle utilisation on pourrait en faire. Merci pour le partage de cette expérience, Ali. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ndekoumba. Je relance M. Bokar Diallo, qui a toujours la main levée. Monsieur Diallo?
Oui, Monsieur Diallo, vous avez la parole. Pour ta belle présentation. Et Monsieur Diallo, apparemment, il a des soucis de connexion. allô? Oui, vous nous recevez? Vous avez la main levée? Oui, je vous entends bien. D'accord. Nous vous laissons la Vous parole. m'entendez, moi? Oui, on vous entend. Ok, parfait, merci. Merci Ndekoumba. Je disais que par rapport à tes références, moi je trouve que c'est important, mais il serait aussi bon de voir s'il y a possibilité d'avoir des sources plus, des données plus récentes. Même si on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur la question, surtout au Sénégal, et que peut-être il y a quelques doctorants ou doctorantes qui ont travaillé sur la question à l'UCAD que moi personnellement je connais. Ça, c'est juste une remarque qu'on pense. Et par rapport aux théories aussi, je me demande, est-ce que tu as une idée sur la possibilité d'appliquer ces théories-là au Sénégal? Parce que quand tu fais recours aux théories, c'est parce que ce sont des théories que tu juges pertinentes qui pourraient avoir peut-être un peu plus de retour sur la question, particulièrement au Sénégal. Est-ce que tu connais un peu sinon tu as mesuré un peu la possibilité d'appliquer ces théories-là au Sénégal? D'autant plus que aussi, ces théories ont des limites, oui, mais est-ce que ces limites ne peuvent pas être comme des obstacles majeurs pour appliquer ça au Sénégal? Est-ce que tu as mis en place, sinon, est-ce que tu penses considérer ces limites-là et le niveau d'application au Sénégal? Et je pense qu'aussi, il y a d'autres théories directement liées à la migration au changement climatique. Il y a la théorie, par exemple, de la migration adaptative. Il y a la théorie de la résilience écosystémique aussi. Il y a beaucoup de théories sur la question. Et il y a aussi même des sociologues que tu connais mieux que moi en tant que sociologue qui pensent la théorie des répulsions, rétraction, push and pull aussi, qui ont beaucoup parlé sur la question migration et changement climatique. Je pense que ce sont des théories peut-être qui pourraient juste bonifier ton travail. En fait, il y en a beaucoup. Et ça, ce sont des questions, ce sont des théories qui touchent directement le nexus migration-changement climatique. Et moi, ma question, c'est est-ce que, par exemple, au Sénégal, tu connais des principaux acteurs touchés par la question migration-changement climatique qui essaient de mettre en place des stratégies d'adaptation au changement climatique, peut-être pour réduire quand même pour réduire cette migration-là? Et est-ce que c'est juste les pêcheurs qui sont les principaux concernés ou bien en dehors de ceux qui viennent par exemple du Fouta pendant le Ramadan, pendant la saison sèche, est-ce qu'il y a d'autres catégories d'acteurs qui sont carrément touchés par ça? Et l'autre question, est-ce que cette question de migration, changement climatique là sur le plan politique, est-ce que l'État du Sénégal en tant que tel a mis en place des stratégies véritablement en faveur de ce nexus migration, changement climatique? Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Diallo. Et aussi, et je laisse Ndekoumba apprécier. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Et merci également à Bokar pour ces questions et suggestions extrêmement importantes parce que là, tu nous as parlé de mémoire d'étudiant, de thèse de mémoire ou en tout cas de thèse d'étudiants de l'UCAD qu'on n'a pas forcément nous à notre disposition. Mais c'est quand même une suggestion très extrêmement importante qui nous permettra d'aller aussi chercher ces références-là parce qu'on a besoin d'enrichir davantage la partie Sénégal sur la migration liée au changement climatique. Donc, merci beaucoup, M. Bokar Diallo. Et donc, pour la question des théories sur le Sénégal, pour revenir un peu sur la question de théorie sur le Sénégal, donc nous, si tu vois l'approche CLEMB, donc on est parti de ce qu'on appelle les théories minimalistes. Parce que là, tu vois, on a dit dans le projet CLEMB, on part du constat, ou en tout cas, on part de l'hypothèse que ce ne sont pas uniquement les facteurs climatiques quand même qui poussent les populations à partir en migration, mais que ces facteurs climatiques sont très souvent associés à d'autres facteurs, peut-être qu'on ignore, mais qu'on pourrait savoir dans le cadre de l'enquête qu'on va réaliser. Donc, tout ce qui est facteurs économiques, tout ce qui est facteurs sociaux, etc., qui entrent en jeu également pour pousser les populations à aller vers la migration. Donc, c'est ça qu'on va appliquer pour le cas du Sénégal, pour essayer de voir un peu à travers nos enquêtes, à travers l'utilisation des données mobiles, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc, pour le moment, comme j'ai dit,
On est encore à l'étape de la revue de cadrage et donc on n'a pas encore réalisé l'enquête proprement dite. On n'a pas encore également accès aux données de téléphonie mobile qui puissent nous permettre aujourd'hui de déterminer exactement quelles sont les populations qui sont les plus touchées, comme tu l'as posé dans ta question, par ce phénomène climatique-là. Est-ce que ce sont les pêcheurs, ou en tout cas ce sont les producteurs agricoles, ou en tout cas ce sont les éleveurs qui sont les plus touchés? Parce que pour le moment, on n'a que les données qui sont issues de la littérature. Et comme j'ai dit au début de mon propos, c'est vraiment un état de la question, donc d'un point de vue littérature, pour voir un peu comment la question a été abordée, quelles sont les limites également existantes du point de vue théorique, méthodologique, qui puissent nous permettre, nous, en tant que projet, d'avoir une valeur ajoutée et de mieux comprendre et de mieux expliquer le lien changement climatique-migration. Oui, pour les théories de la migration, effectivement, il y a plusieurs théories de la migration qui pouvaient être évoquées. Mais comme tu as vu, on a essayé de voir les théories qui traitaient directement du lien changement climatique et migration. Parce que tu as parlé de théorie du push and pull. Alors là, tu vois que cette théorie-là, il peut y avoir d'autres facteurs qui poussent les populations à quitter des zones qui sont censées être des zones dépourvues pour aller vers des zones mieux dotées, par exemple. Donc, on a voulu, dans le cadre de ce revue de littérature-là, aller directement chercher des approches théoriques qui nous permettent d'analyser, en tout cas, le lien direct changement climatique et migration. Mais toujours est-il que c'est une bonne suggestion et on peut également voir à partir de ces théories-là qu'est-ce qu'on peut en tirer pour enrichir davantage notre revue et puis enrichir davantage notre enquête. Parce que forcément, ce sont les théories qui vont également aider à appuyer la réalisation de l'enquête. Merci, Bokar. À sa question sur les stratégies d'adaptation, est-ce que vous avez eu à questionner quelques personnes sur leur stratégie d'adaptation au changement climatique? Voilà, alors là, ce sont des stratégies qui seront intégrées également dans la revue, que je n'ai pas présentées ici, mais comme j'ai dit également au début de mon propos, le lancement du projet CLIMB au Sénégal le 5 novembre dernier nous a permis quand même d'avoir aussi un panel de haut niveau et d'inviter des acteurs qui sont vraiment au cœur de la politique migratoire, qui sont également au cœur de tout ce qui s'est fait en matière de changement climatique au Sénégal. Donc, ils ont pu partager avec nous des dispositifs, des initiatives existantes qui sont aujourd'hui mises en place par l'État du Sénégal pour accueillir, protéger, etc., ces migrants-là que l'on qualifie de migrants climatiques. Donc, ce sont des données, des éléments qui seront également utilisés pour enrichir la revue de littérature. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ndekoumba. Je rappelle aussi que c'est une session qui est retransmise sur les plateformes de IPAR. Et nous avons ramassé aussi des questions au niveau de la page Facebook avec M. Barry, depuis Belgique, qui demande à savoir s'il y a une différence entre mobilité climatique et migration environnementale. Dr. Ndekoumba. Oui, alors dans le cadre de cette revue-là, on a dit qu'on préférait utiliser le terme de mobilité même à la place du terme de migration. Parce que la mobilité, quand même, c'est beaucoup plus large et ça prend en compte une plus grande diversité de mouvements, donc des allers-retours, etc., des mobilités saisonnières, des mobilités itinérantes, donc entre différentes zones, etc., plutôt que la migration qui concerne un déplacement, donc d'une zone à une autre sur une période bien déterminée. Donc, on n'est pas d'accord, on n'a pas voilà, un accord sur la période. Plusieurs organisations ont donné voilà, leur positionnement par rapport à la période. Mais nous, pour le projet CLIMB, on préfère utiliser le terme de mobilité climatique. Et effectivement, pour les mobilités climatiques et environnementales, quand tu vois dans la revue, on a utilisé les deux. Mais il faut savoir que les mobilités environnementales, donc, de ce que je comprends, c'est que quand on parle de mobilité environnementale, il peut y avoir également des effets de l'homme, donc qui sont liés, par exemple, à la dégradation au déboisement, etc. Donc, il peut y avoir des effets donc, de l'homme sur ça. Mais quand on parle de migration climatique, quand on parle de climat, c'est vraiment des facteurs qui nous échappent. Donc, ils sont liés à l'environnement qui nous échappe. Donc, sans voilà, une main de l'homme sur ça. Donc, mon collègue Paul, peut-être s'il est en ligne, il pourrait également réagir sur cette différence-là, environnement et climat.
Mais il faut savoir qu'environnement, franchement, quand on parle de dégradation environnementale, par exemple, c'est quand il y a également un effet de l'homme sur cette dégradation-là. Mais climatique, c'est des facteurs qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas contrôlés par l'être humain. Merci beaucoup pour ces précisions, Dr. Ndekoumba. Un autre internaute, M. Habib Kebe, qui vous félicite pour votre belle analyse de la question. Donc, on revient à la plateforme. Je ne vois pas de main levée. S'il n'y a pas de questions ou d'observations, en tant que modératrice, je pourrais me permettre d'introduire une question, si vous le permettez aussi. Je donne la priorité aux participants. Donc, il y a Madame Aïcha Diouf qui a levé la main. Madame Diouf, vous avez la parole. D'accord, bonjour. Donc, je n'ai pas de questions. Je tiens à remercier Madame Ndekoumba Diouf pour cette présentation exceptionnelle sur un sujet aussi important et d'actualité. Le changement climatique et la migration sont des enjeux cruciaux et je trouve qu'elle a su les aborder de manière claire, pertinente et engageante. Donc, ta capacité à transmettre des informations, excusez-moi, complexes de façon accessible a été impressionnante et ce webinaire a vraiment ouvert des perspectives intéressantes pour toutes. Donc, bravo pour cette belle animation et je t'encourage vivement à continuer de partager ton expertise et de sensibiliser davantage de personnes sur ces sujets vitaux. Merci. Merci beaucoup, Madame Diouf. Merci pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Diouf, aussi pour avoir pris de votre temps et voilà, suivre cette session. Donc, moi, j'ai une question, docteur, j'ai vu dans votre plan tout à l'heure la problématique de l'analyse genre dans cette approche. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les interconnexions qu'il y a entre cette problématique de migration et de mobilité et changement climatique et la l'égalité de genre propre aux hommes et aux femmes? Est-ce que c'est différent des hommes et des femmes et de quelle manière ça se manifeste suivant qu'on est homme ou femme? Merci. Merci beaucoup, Madame la modératrice, pour cette pertinente question. Donc, si tu vois que dans la revue de littérature, on a tenu à aborder également la question sous cet angle analysant, parce que ça nous a semblé pertinent, étant donné que, effectivement, le changement climatique et ses mobilités également n'agissent pas de la même manière chez les hommes que chez les femmes. Mais quand j'ai présenté, vous avez vu que j'ai mis qu'il y avait vraiment des lacunes en termes de recherche sur cette question-là, qui puissent nous permettre de saisir davantage les interconnexions qu'il y a entre le changement climatique et la manière dont ça affecte différemment les hommes et les femmes. Donc, les quelques sources de données qu'on a pu avoir, c'est, je crois, des données de l'OIM, du CODESRIA, de la Banque ouest-africaine de développement, donc qui montre qu'il y a vraiment une différence dans la manière dont le changement climatique affecte les hommes et les femmes. Donc, dans la mesure où les hommes également peuvent avoir, dans certaines zones, les hommes peuvent avoir des possibilités de partir en migration, alors que les femmes, elles n'ont pas cette possibilité. Donc, elles sont contraintes à l'immobilité, dans la mesure où elles sont en charge vraiment tout ce qui est aspect familial, tout ce qui est gestion de la famille, et donc les charges également de travail familial. Ce sont des contraintes majeures quand même qui affectent les femmes, donc pas au même titre donc, que les hommes. Et je crois pour une autre organisation également qui a essayé de montrer que quand il y a la sécheresse, par exemple, les femmes sont beaucoup plus astreintes à aller chercher l'eau pendant des points beaucoup plus éloignés, donc avec une charge de travail beaucoup plus dure pour elles. Donc, ce sont des éléments comme ça qu'on a pu avoir, mais il faut dire que dans la littérature, on n'a pas encore, scientifique, on n'a pas encore voilà, ce traitement-là, changement climatique, migration, de manière plus approfondie pour voir un peu comment ça affecte différemment ces catégories d'acteurs-là.
Merci, Madame la modératrice. Merci beaucoup pour votre réponse très claire. Il y a aussi une autre question de M. Kébé qui demande à savoir, est-ce que vous avez pris, je reprends textuellement sa question, puisque la mobilité climatique est une réalité, avez-vous travaillé sur les conflits actuels ou futurs liés à ce phénomène? Dans notre revue de littérature, parce que comme j'ai dit, on n'est pas encore à l'étape d'enquête. Donc, normalement, l'enquête va faire ressortir tous ces éléments-là de conflits d'utilisation à l'espace. Mais ce sont des réalités existantes. Mais normalement, pour le moment, dans la revue de littérature, on a abordé les initiatives, les dispositifs mis en place pour la protection, pour l'accueil, etc., des migrants climatiques. Donc, on n'en était pas encore à l'étape de gestion des conflits liés donc à ces mobilités climatiques-là, parce que forcément, il y en a, ce sont des réalités quand même qu'on vit tous les jours, mais ce sera davantage développé et également pris en compte dans le cadre de l'enquête qui sera réalisée. Merci beaucoup, M. Kébé. Merci beaucoup, Dr. Ndeikumba. Merci pour ces réponses précises et claires. Je ne sais pas s'il y a d'autres mains levées au niveau avec les participants en ligne, je n'en vois pas. Je pense qu'on est arrivé presque au terme de cette importante session sur le nexus mobilité ou migration induite par les changements climatiques. Avant de clôturer cette séance, Dr. Ndeikumba, est-ce que vous pouvez faire un mot, je ne dirais pas votre dernier mot, mais qu'est-ce que vous a inspiré toutes ces interventions par rapport à la problématique ciblée par ce projet d'étude? Merci. Merci, Madame la modératrice. Donc, c'est un enrichissement. C'est un enrichissement dans la mesure où, quand tu vois les questions qui ont été abordées, les suggestions quand même qui nous ont été faites, à la fois dans la revue de littérature que dans l'enquête à venir, sont des suggestions extrêmement pertinentes. Et donc, j'ai pris une bonne note de tout cela pour enrichir davantage cette revue-là, parce que comme je l'ai dit, c'est une revue qui est publiée. Et pour l'analyse également quantitative qui va s'en suivre, les questionnements abordés par les participants, mais également les suggestions, telles que la prise en compte des zones pastorales, la prise en compte des zones de pêche, également la prise en compte des conflits d'utilisation de l'espace, parmi tant d'autres suggestions, également toutes les suggestions qui nous ont été faites par Boka sur le plan théorique. Sont des suggestions que je trouve extrêmement importantes et c'est ça qu'on voulait en réalité, présenter la revue dans un espace pareil pour pouvoir recueillir le maximum d'informations, mais également de suggestions qui puissent nous permettre de mieux stabiliser cette revue-là, mais également d'aller avec plus d'assurance dans les enquêtes qu'on va réaliser avec DPA. Donc, je voudrais remercier tout le monde, tout un chacun, pour le temps qu'ils ont pris de suivre ces webinaires-là, mais également pour la qualité des échanges qu'on a pu avoir. Donc, c'était tout l'intérêt pour moi de présenter cette revue-là et je crois qu'il y a encore des défis. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup, Dr. Ndeikumba, vraiment. Et encore, nous renouvelons nos vives félicitations de nous avoir bien entretenus de la plus belle manière de cette question très importante qui nous interpelle nous tous en tant que chercheurs et aussi en tant qu'acteurs ou actrices du développement. Merci beaucoup aussi aux participants et participantes dans nos différentes plateformes pour les questions, les contributions et les observations qui vont permettre à Dr. Ndeikumba d'enrichir aussi ses perspectives de recherche, de consolider sa méthodologie. Donc, en tout cas, c'est une question émergente et vu les interventions de part et d'autre, ça montre qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup d'autres problématiques aussi à aborder parce que c'est une question qui permet de découvrir aussi
d'autres questions de recherche, d'autres problématiques de recherche. Donc voilà, nous attendons avec impatience les retombées de ce projet d'étude et tout. Merci beaucoup et gratitude pour votre patience, votre bienveillance. Et on se dit au revoir pour les prochaines sessions des Jeudis de la recherche. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, bravo. À vous. Merci André Kumba pour la qualité de la présentation encore une fois. Et merci André Fatou d'avoir assuré la modération aussi. Merci Ali. Merci beaucoup, chers Ali. collègues. Merci. Au revoir.